Il est aujourd'hui détenu à Moscou. Quelques jours avant son arrestation, il nous racontait les tentatives d'empoisonnement dont il a été la cible. La première a eu lieu en 2015, pendant une réunion de travail. En fait, on était assis, on parlait autour de la table. Et tout d'un coup, j'ai senti que je ne peux plus respirer. Je voulais prendre l'air et je ne pouvais pas. Et je dois dire que c'est pas juste pénible, mais c'est très effrayant aussi quand on ne peut pas respirer. Et je me sentis mon cœur qui battait la chamade. J'ai senti que ma pression tout d'un coup est devenue très basse. Le cœur, le poumon, la foie et tout ça, ils ont tous cessé à marcher. Les docteurs ont dit à ma femme que j'avais 5% de chance à survivre. J'étais absolument sûr que je vais mourir, que c'est la fin. Vladimir Kara-Murza est sauvé in extremis. Selon les médecins, l'opposant russe, très critique envers Vladimir Poutine, est victime d'un empoisonnement aigu par une substance inconnue. Il reste 6 mois à l'hôpital, avec de graves séquelles. Il est loin d'être le seul opposant empoisonné. Parmi les plus connus, l'ancien agent secret Alexandre Litvinenko, tué par une dose de polonium. L'opposant, Alexei Navalny, empoisonné au Novichok. En 2017, Vladimir Kara-Murza est victime d'un second empoisonnement. Il met en cause les services secrets russes. Les 2 officiers de l'FSB, ils ont dû entrer à ma chambre de l'hôtel, ils ont mis quelque chose sur mes vêtements. C'est comme ça qu'ils le font. Dans un pays européen, il y a un groupe des assassins professionnels qui sont employés par l'État et dont le boulot, dont la profession est d'assassiner, de physiquement tuer les opposants politiques du régime de Vladimir Poutine. C'est ça la réalité de la Russie aujourd'hui. Mai 2008, les portes du Kremlin s'ouvrent sur le nouveau président de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev. Comme il l'avait promis, après 8 ans au pouvoir, Vladimir Poutine cède sa place. La Constitution lui interdit d'enchaîner 3 mandats. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации. Un nouveau chef d'État, mais pas de révolution de palais. Dmitri Medvedev était jusque-là vice-premier ministre. C'est surtout un ami très proche de Vladimir Poutine, son compagnon de route depuis ses premiers pas en politique. Mais pour Vladimir Poutine, pas question de s'éloigner du sommet de l'État. Son successeur le nomme aussitôt Premier ministre. À l'époque, Sergueï Gouriev est conseiller économique du Kremlin. Quand j'ai rencontré Dmitri Medvedev dans des réunions pendant son mandat, entre 2008 et 2012, il était très clair que le patron, c'était toujours Poutine. Même si Medvedev était président, tout le monde voyait que Poutine continuait à diriger le pays et tout le monde traitait avec lui. Très vite, Dmitri Medvedev prend goût au pouvoir et se fait apprécier des dirigeants occidentaux qui voient en lui un homme plus moderne. Il fait même rêver la frange libérale de l'opinion russe. Vladimir Poutine s'inquiète. Le conseiller politique, Gleb Pavlovski, recueille alors ses confidences. Vladimir Poutine voulait revenir et regrettait beaucoup d'être parti. Il avait peur que Dmitri Medvedev ne le laisse pas revenir, parce que rester au pouvoir est très enivrant. En plus, Vladimir Poutine était entouré de conseillers très frileux et pessimistes, qui lui faisaient peur en lui parlant d'une conspiration imaginaire de Medvedev contre lui.
Vladimir Poutine a exercé une grande pression sur son ami pour qu'il s'en aille. Et pourtant, c'était un ami proche. Pendant l'année 2011, Poutine a décidé qu'il était temps de revenir. Высказать слова благодарности за положительную реакцию на предложение баллотироваться мне в качестве президента России. Для меня это огромная честь. Le 24 septembre 2011, Vladimir Poutine annonce qu'il est de nouveau candidat à la présidence. Dmitri Medvedev se sent trahi, mais il se soumet. Avec Vladimir Poutine, nous avons une relation basée sur l'amitié et le partenariat, car cela fait longtemps que nous travaillons ensemble. Nous nous faisons confiance et c'est le plus important. Medvedev est vraiment loyal à Poutine. Il ne le laissera pas tomber, sans doute parce qu'il a peur de lui. Également en raison des promesses que Poutine lui a faites, et aussi parce qu'il lui procure un niveau de vie très confortable. Donc jamais Medvedev ne le trahira. Dmitri Medvedev n'était en fait qu'un alibi. Il n'a servi qu'à préserver le règne infini de Vladimir Poutine. Dmitri Medvedev écarté, Vladimir Poutine est réélu en 2012. Désormais, plus question de céder le pouvoir. Grâce à une double modification de la Constitution, il pourra rester président jusqu'en 2036. Спасибо. Mais en démocratie, il reste une contrainte. Il faut gagner les élections. Et là, tous les coups sont permis. En septembre 2021, une manipulation électorale va illustrer les méthodes dans la Russie de Poutine. Le député Boris Vichnievski se présente aux élections régionales. Boris Vichnievski a toujours été l'épine dans le pied de Vladimir Poutine, car il critique très ouvertement ses décisions. Et donc le but était de le discréditer, de tout faire pour qu'il ne soit pas élu. Parmi ses concurrents, deux autres candidats lui ressemblent étrangement. Plus ubuesque encore, il porte le même nom et le même prénom que lui, Boris Vichnievski. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recruté deux personnes. Et ce qui était ridicule, c'est que l'un des deux avait changé son apparence volontairement. Il avait laissé pousser sa barbe et avait fait en sorte d'avoir une calvitie pour ressembler à Boris Vichnievski sur la photo. Ainsi, ils peuvent tromper les électeurs qui ne font pas vraiment attention. Donc ils voient les bulletins avec les trois Boris Vichnievski, choisissent le premier bulletin qu'ils voient, et donc il y a une forte probabilité qu'ils ne choisissent pas la bonne personne. Le vrai Boris Vichnievski sera vaincu au profit d'un candidat pro-Kremlin. La technique des faux noms est fréquente en Russie, où les fraudes électorales sont devenues systématiques. Cette vidéo de 2012 a été rendue publique par des opposants. Protégée par deux complices, une employée bourre des bulletins dans une urne. Si Vladimir Poutine était vraiment aussi populaire qu'il dit, pourquoi est-ce qu'il n'a pas permis une seule élection libre pendant les 22 ans qu'il a été au pouvoir? Il pourrait gagner s'il était populaire, non? En bref, comme chaque autre dictateur, Vladimir Poutine a peur de son peuple. Les opposants représentent entre 3 et 12% de population. Ils n'ont pas une structure politique. Pourquoi il doit avoir peur? Piotr Tolstoï est le vice-président de la Douma, la chambre basse du Parlement. C'est un fidèle de Vladimir Poutine qu'il côtoie depuis 20 ans. Poutine, c'est pas quelqu'un autoritaire. C'est pas une dictature autoritaire qui dit voilà, on va faire comme ça. Nous, on a plusieurs opinions, notamment dans le pouvoir législatif, dans le Parlement. Russe, c'est pas la démocratie française, c'est pas la démocratie allemande, c'est pas la démocratie italienne, c'est la démocratie russe. C'est une civilisation à part. Le parti de Vladimir Poutine est majoritaire à la Douma depuis 22 ans. Quand les opposants ne sont pas écartés dans les urnes, ils peuvent être éliminés physiquement. Boris Nemtsov, chef de l'opposition, a été assassiné le 27 février 2015, sur ce pont
au pied du Kremlin. En choc, c'est pas un mot assez fort. Pour moi, c'est vraiment personnel. Boris Nemtsov n'était pas juste un collègue, il était un très proche ami, il était parent de ma fille. Il n'y a rien de plus proche que ça. Toute ma vie s'est divisée par cette date. Et ça sera toujours comme ça. C'était l'assassinat politique le plus retentissant dans l'histoire moderne de la Russie. Boris Nemtsov était le rival le plus sérieux de Vladimir Poutine. Après son retour au pouvoir en 2012, Boris Nemtsov parvient à mobiliser des dizaines de milliers de Russes dans la rue contre les fraudes électorales. Une première. Dès 2014, il s'oppose à l'intervention dans l'Est ukrainien. Il y a eu une énorme stupeur au moment de la mort de Boris Nemtsov parce que ce qui a surpris, je suis honnête avec vous, c'est le fait que ce soit passé à 200 mètres du Kremlin. L'assassinat a été filmé de loin par des caméras de vidéosurveillance. Boris Nemtsov se promène avec sa compagne. À 23h31, alors que le couple est dissimulé par ce camion, un homme surgit et tue Boris Nemtsov de 4 coups de revolver. Il s'enfuit ensuite dans cette voiture qui arrive juste derrière. L'ancien ministre Vladimir Milov connaît bien les lieux de l'assassinat. Quand vous vous tenez précisément à l'endroit où Boris Nemtsov a été tué, vous êtes entouré par des caméras de sécurité. Le Kremlin est tout proche. Il est impossible que cela ait pu se passer ici sans un ordre direct de Vladimir Poutine. En 2017, 5 hommes originaires de Tchétchénie ont été condamnés pour l'assassinat de Boris Nemtsov. Mais les donneurs d'ordre n'ont pas été retrouvés. Personne ne sait si le président Poutine avait donné son accord ou pas, et personne ne le saura jamais parce qu'on a jugé évidemment des comparses et que personne ne jugera les véritables instigateurs. Mais ça a marqué certainement un échelon supplémentaire dans la prise de conscience qu'aucune opposition ne serait tolérée. L'État russe est-il impliqué dans cet assassinat? En mars 2022, le journal d'investigation Bellingcat révèle que des agents des services secrets russes suivaient Boris Nemtsov juste avant son exécution. Ces mêmes agents seraient également impliqués dans l'empoisonnement de son ami Vladimir Kara-Murza, mais aussi dans l'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny. Tout autant que les assassinats par balles, le poison est devenu une arme politique. Un poison, c'est impressionnant. Quelqu'un qui est empoisonné, qui va mourir d'une mort lente et douloureuse. C'est un message qu'on envoie aussi à la personne. Il comprend très bien, le type qui se fait empoisonner, il comprend très bien que ce sont les Russes qui ont fait le coup. D'autres le comprennent aussi. Ils savent que c'est ce qui va leur arriver. L'opposant Alexei Navalny a réussi à piéger l'agent des renseignements qui a déposé le poison sur ses vêtements. Des aveux en direct. Quelle procédure avez-vous suivie? Qu'avez-vous fait avec ces vêtements? On les a lavés, traités avec une solution. Comment dire, on les a traités pour qu'il n'y ait pas de traces. Très bien, dites-moi, sur quels vêtements avez-vous insisté? Le slip. Le slip. Malgré les risques et ses 2 tentatives d'empoisonnement, Vladimir Kara-Murza a fait le choix de rester en Russie. Et on sait qui est le prix pour s'opposer au régime de Poutine. Moi, je le sais très bien, personnellement. Mais c'est tout simplement une question de principe. Je suis un homme politique russe. La Russie est mon pays, je dois rester dans mon pays avec mes concitoyens. C'est aussi simple que ça. Je crois que le plus grand cadeau qu'on pourrait donner à M. Poutine, ça serait de quitter le pays et rester à l'étranger. Moi, je ne veux pas lui donner un cadeau comme ça. L'opposant a été une nouvelle fois arrêté pour avoir, selon la justice russe, propagé de fausses informations sur la guerre en Ukraine. Il risque jusqu'à 15 ans de prison. Pour se maintenir au pouvoir, Vladimir Poutine réprime toute forme d'opposition extérieure. Mais il étouffe aussi toute voix discordante au sein même du Kremlin, jusqu'à celle de ses plus proches conseillers.
Le 21 février 2022, 4 jours avant l'invasion en Ukraine, il réunit son conseil de sécurité. Dans une scène surréaliste, il va publiquement humilier le chef des services des renseignements extérieurs. Sergueï Naryshkin doit donner son avis sur les motifs de l'invasion en Ukraine. В противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я или признавать суверенитет. А я говорите прямо. Я поддержу предложение о признании. Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Le message de Poutine était clair. Pas de discussion, pas d'ego, je suis le boss. Naryshkin, mais qui est ce gars? Je vais en faire un exemple. Tout le monde a été humilié et c'était volontaire. Je pense que c'était une décision tout à fait consciente et cela a montré à quel point Poutine ne fait pas confiance à son cercle intime. Tout ce qu'il fait, c'est d'ailleurs ce qu'il fait actuellement en Ukraine, c'est qu'il veut intimider les gens en diffusant de la peur. Vous devez avoir peur de moi. Je suis celui qui prend les décisions, sans me soucier des conséquences. Dans cette atmosphère de terreur, ceux qui n'apportent pas les bonnes nouvelles risquent leur carrière, voire leur vie. À la mi-mars 2022, 2 des plus hauts gradés du FSB, Sergueï Beseda et son adjoint, sont arrêtés et emprisonnés dans le plus grand secret. L'information a été révélée par Andrei Soldatov, journaliste russe en exil, très bien informé. Ces 2 hauts gradés étaient chargés de briefer Poutine sur l'invasion de l'Ukraine et la situation politique sur place. C'est aujourd'hui une évidence, ils se sont totalement trompés. Ils croyaient qu'une fois que les chars russes entreraient en Ukraine, des mouvements politiques pro-Kremlin les accueilleraient les bras ouverts. Mais ça ne s'est jamais passé. Et Vladimir Poutine n'était pas du tout content de cela. Est-ce que les hauts gradés des renseignements se sont trompés? Ou bien ont-ils caché la vérité à Poutine par peur de le mécontenter? Quand quelqu'un lui dit « Écoutez, les choses ne sont pas aussi simples que vous le souhaitez, la réalité est très différente de la version officielle », eh bien Poutine vire ces gens-là. Il ne veut plus les écouter. Aucun point de vue critique ne parvient plus jusqu'à lui. Et ça s'est accentué au fil des années. Il a toute sa tête. Intellectuellement, il va bien. Mais il a un problème de perception sur la réalité de ce qui se passe à l'extérieur des murs du Kremlin. Quand vous êtes enfermé dans un bunker ou un palace, vous perdez le sens de ce qui se passe à l'extérieur. Dans cette vision du monde, Vladimir Poutine aurait une obsession, la peur d'être renversé. Depuis les printemps arabes, il serait hanté par les soulèvements populaires. Il y a un incident qui est très très marquant, qui est la mort du colonel Kadhafi. Je l'ai entendu en parler devant le président de la République en disant « Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rendez compte? Un chef d'État traîné comme cela dans son propre sang par son peuple ?» Ça veut dire quoi? Un, les chefs d'État ne sont pas sacrés, on peut s'en prendre à eux physiquement, personnellement. Le peuple a le droit de renverser un dictateur. C'était pour lui le signe que trop c'est trop. On ne peut plus continuer comme ça, qu'il faut mettre à bas ces révolutions populaires. Ukraine, Syrie, Libye, pour lui c'est la même chose. Vladimir Poutine n'est pas seulement en guerre contre l'Ukraine, il a déclaré la guerre à la démocratie, à l'état de droit. Pour se protéger de toute révolution populaire,
Vladimir Poutine a créé en 2016 une armée dans l'armée. Une garde nationale de 350 000 hommes chargée de lutter contre toute menace intérieure. Une garde prétorienne sur laquelle il a un contrôle direct. À sa tête, il a placé un fidèle, son ancien garde du corps à Saint-Pétersbourg, Viktor Zolotov. Une partie de ces soldats d'élite n'a qu'une mission, assurer la sécurité du président. C'est une unité de 50 000 hommes, dont le budget est gardé totalement secret. Ils sont excessivement bien payés pour simplement garder le président, quoi qu'il fasse. Ils sont répartis dans tout le pays. Ils gardent toutes les résidences de Vladimir Poutine. C'est pour ça que parler d'un coup d'État, ça ne me semble pas très crédible. À partir du moment où des troupes de l'armée régulière se déplaceraient pour l'arrêter, il serait aussitôt mis au courant et il s'enfuirait dans une autre de ses résidences qui serait solidement gardée. Vladimir Poutine serait pour l'heure indétrônable. Son obsession du pouvoir cache peut-être un autre secret, l'un des mieux gardés du royaume, sa fortune. Une richesse symbolisée par ce palais inachevé sur les rives de la mer Noire, celui qu'on a surnommé le palais de Poutine.